Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Poudre d'acier sur un véhicule emblématique de la Première Guerre mondiale du côté français, le Saint-Chamond. Imaginez une machine énorme, blindée avec un canon puissant, capable sur le papier de briser des lignes ennemies. Mais en réalité, c'est une machine qui peut rester coincée dans une tranchée seule. C'est le cas du Saint-Chamond. Pour nous situer, nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Le front est bloqué, les soldats vivent dans des tranchées, et chaque attaque coûte des milliers, voire des dizaines de milliers de vies. Pour sortir de cette impasse, une solution apparaît, le char d'assaut. Le Saint-Chamond est l'un des premiers chars français, mais aussi l'un des plus problématiques. Nous allons donc voir pourquoi ce char, pourtant une avancée technologique majeure à cette époque, a-t-il été un échec relatif. Le Saint-Chamond a été conçu dans un contexte particulier. Deux grandes entreprises françaises se livrent une concurrence relativement rude. D'un côté, nous avons Schneider et compagnie, et de l'autre côté, nous avons la compagnie des forges et d'aciérie de la marine d'Aumécourt. Chacune de ces deux entreprises veut poser son propre char, avoir ses propres idées et ses propres modèles. C'est finalement la FAMH, la compagnie des forges, qui a eu le Saint-Chamond, qui s'appelle comme ça, entre autres, parce que le siège historique de cette entreprise se trouve dans la Loire, à Saint-Chamond. Anecdote, le Saint-Chamond n'est pas seulement un projet militaire, mais c'est un projet industriel pour battre un rival. En effet, les deux chars se ressemblent, celui de Schneider, le Schneider CA1 et le Saint-Chamond. Ils ont des similarités esthétiques, mais sont relativement différents quand même. Les ingénieurs veulent un char puissant, le canon de 75 mm, très efficace, un blindage solide et une transmission électrique, qui est extrêmement moderne pour l'époque. Cette transmission était en avance sur son temps, mais en réalité elle tombait souvent en panne et elle surchauffait très vite. Le char était presque trop moderne pour être fiable. Le problème majeur dès le départ, c'est que le design est mal pensé. Le char est très long, les chenilles sont trop courtes, ce qui a comme conséquence d'avoir une mauvaise visibilité et que ça allait par la suite devenir un très gros problème sur le terrain. Le Saint-Chamond et la vie à bord, c'est 9 mètres de long, 23 tonnes, 8 à 9 membres d'équipage, et à l'intérieur, c'est une chaleur extrême, un bruit assourdissant et des fumées toxiques. Certains soldats sortaient épuisés, voire malades, après certaines missions. Mais c'est une caractéristique qu'on retrouvera dans beaucoup de chars de la Première Guerre mondiale. En 1917, le char connaît alors son baptême du feu. Il est engagé lors de l'offensive du Chemin des Dames. C'est une offensive qui a eu lieu en avril 1917 sur le plateau du même nom, dans l'Aisne, qui a été dirigée par le général Robert Nivelle. Et ça a été une défaite sanglante pour l'armée. Plus de 187 000 soldats français tués, 163 000 Allemands, ce qui a suivi d'une mutinerie et du limogeage de Nivelle. L'anecdote la plus célèbre sur le Saint-Chamond durant cette offensive, entre autres, est que quand le char arrive dans une tranchée, son nez plonge dedans, et il pouvait rester bloqué. On pourrait presque dire qu'il se jetait dans la tranchée, ce qui résultait d'un char immobilisé, d'un équipage exposé, et c'était une cible facile pour l'artillerie. Mais il y a eu d'autres problèmes majeurs, même sans les tranchées, il pouvait se coincer dans la boue. Et comme la guerre se déroule dans des terrains détruits, le No Man's Land, ça arrivait très souvent. Dû à cause de sa taille et de sa lenteur, les Saint-Chamond étaient une cible idéale. Une fois repéré, il était très difficile pour lui d'échapper à l'artillerie. Certains équipages avaient même l'impression d'être piégés dans une boîte d'acier, ce qui plus tard donnera aussi l'expression du cercueil d'acier pour les tankistes. Face aux échecs, les ingénieurs réagissent. Ils élargissent les chenilles, ils améliorent le blindage. Ce sont des corrections de surface. Le vrai problème, qui est le design, lui malheureusement reste. Pour faire une comparaison avec les autres chars, nous avons le Schneider CA1, qui est le concurrent direct du Saint-Chamond, qui a les mêmes défauts. On a l'arrivée du Renault FT, qui lui est révolutionnaire, dû à sa petite taille et sa mobilité, et du côté anglais nous avons le tank Mark IV, qui est lui beaucoup plus adapté aux tranchées. Le Renault FT, qui est plus petit, plus maniable et une tourelle pivotante, restera jusqu'à 1949 dans l'armée française. Et il devient le modèle qui sera utilisé par la suite pour les chars modernes. Malgré tout, le Saint-Chamond continuera d'être produit jusqu'en 1918, parce qu'il n'y a pas assez d'alternatives.
Même un char imparfait reste utile en guerre. Après la guerre, malheureusement, il a été rapidement abandonné, considéré comme dépassé. Mais il leur a laissé un héritage très important. Comprendre l'importance de la mobilité et éviter des designs mal équilibrés. Nous verrons par la suite que les Français feront beaucoup de chars beaucoup plus efficaces, comme par exemple le B1 ou toute la gamme Somua. Nous pouvons conclure en disant que le Saint-Chamond est un paradoxe. Il est avancé technologiquement, mais il est inefficace sur le terrain. C'est un exemple parfait pour les débuts expérimentaux des chars et de l'armement en général qu'a provoqué la Première Guerre mondiale. Il y a eu des erreurs d'ingénierie et il y a eu de l'apprentissage en pleine guerre. Sans ces erreurs, les chars modernes n'auraient sûrement pas évolué aussi vite. Le Saint-Chamond n'est pas seulement un échec, c'est une leçon roulante de l'histoire militaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je voulais aussi remercier la SRFL, mon escadron, sans qui la majeure partie de mes vidéos ne pourrait pas avoir lieu, du moins dans les conditions que j'aimerais. Donc je vous mets leur Discord dans le lien et un lien vers leur chaîne de l'autre côté de la mienne, à droite ou à gauche. Et puis je vous dis au mois prochain, au prochain épisode. Et puis, une fois n'est pas coutume, voici un petit tease du prochain épisode. Allez, salut!